Merci à toutes et à tous d'être sur TV+, et bienvenue dans votre émission Rien ne nous échappe, le thermomètre de la société, comme j'aime à le dire, l'émission qui donne force et caractère à vos aspirations. Encore, il faut le préciser, notre numéro de téléphone reste le 07 19 70 05. On va se permettre de dire que généralement, lorsque le maçon est mauvais, il accuse le gravier, le sable, le plus souvent le parpaing et même parfois l'architecte. Restez bien sur TV+, c'est votre émission qui commence. En première partie de ce programme, comme vous le savez, mesdames et messieurs, nous ferons place à la rubrique Scoop. Et aujourd'hui, nous parlons de la société civile. Et justement, pour en savoir un peu plus sur ce plateau, nous nous ferons l'honneur et le privilège de recevoir Maître Paulette Oyanonda, avocate, député PDG et membre de Ça suffit comme ça. Je rappelle tout de même que notre numéro de téléphone reste à votre disposition. Vous avez la possibilité d'intervenir par SMS, nous faire vos suggestions, vos propositions et surtout participer à votre manière à la chose qui se présente à vous avec beaucoup de noblesse. Merci du crédit sans cesse renouvelé. Voici la rubrique Scoop. Vous êtes bien sur TV+, la rubrique Scoop installée, vous également. Et comme je le disais au sommaire de cette émission, nous parlons de la société civile. Pour quel rôle? Beaucoup d'entre vous entendent parler de la société civile, mais ne savent exactement pas ce que c'est la société civile, quel est son rôle et quelles sont ses missions avec précision. Justement, pour en parler sur ce plateau, nous nous faisons l'honneur de recevoir Maître Paulette Oyanonda, avocate, députée et membre de Ça suffit comme ça. Bonjour Maître. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Permettez-moi de vous faire un compliment. Hein. Oui. Vous savez, l'émission Rien ne nous échappe, c'est une émission assez chaude et on se permet de dire clairement les choses. Oui, bien sûr. J'ai envie de vous dire... sans blasphémer, que vous ressemblez à la mère de Jésus. Vous êtes aussi jolie qu'une étoile qui brille, j'ai envie de dire l'étoile polaire. C'est très gentil, merci, je suis flattée. Alors, vous êtes Maître Paulette Oyanonda, avocate, députée PDG et membre de Ça suffit comme ça. Alors, rapidement, je vous poserai la question que tous les Gabonais se permettront de vous poser. Oui. Comment se fait-il que vous soyez encore député PDG quand on sait que vous avez eu... pas quelques petits problèmes, mais des sérieux problèmes avec votre parti, j'ai envie de dire, comme le disent certains, le grand parti de masse. Tout à fait, c'est exact. J'ai eu des sérieux problèmes avec le parti, avec l'Assemblée nationale aussi, oui. Pas seulement avec le parti, mais même avec l'Assemblée nationale. L'objectif était de me faire sortir de l'Assemblée nationale pour que je perde mon siège de député. Pour quelle raison? Pour une raison bien simple. Pendant la révision constitutionnelle, quand le Premier ministre est venu exposer le projet de révision à la commission, à l'Assemblée nationale, je lui avais posé la question de savoir s'il ne craignait pas que le Gabon nous donne à l'extérieur l'image d'un pays qui ne respecte pas les bonnes pratiques de gouvernance. Pourquoi j'avais posé cette question? Pour une raison bien simple. Il existe un grand texte africain, un texte de l'Union africaine qu'on appelle la charte africaine sur la démocratie, la gouvernance et les élections. Cette charte, dont le Gabon est signataire, dont le Gabon est état partie, dispose que, parce que c'est important que les Gabonais sachent ça, cette charte dit que pour changer la constitution dans un pays, les pays membres de l'Union africaine qui veulent changer la constitution doivent obligatoirement changer la constitution après avoir obtenu un consensus national, notamment par référendum. Qu'est-ce que ça veut dire, cette disposition? Ça veut dire que le consensus national est obligatoire. Le référendum, lui, est l'une des formes de consensus. On n'est pas obligé d'organiser un référendum, mais on est obligé d'obtenir le consensus national. Donc, quand la révision constitutionnelle a été posée sur la table et qu'il n'y avait pas eu de consensus, moi, connaissant ce texte, dans la mesure où je suis défenseur des droits de l'homme, j'ai demandé au Premier ministre s'il ne craignait pas qu'en venant proposer le changement de constitution, sans au préalable obtenir le consensus national, il viole la charte. Est-ce qu'il ne craint pas, en violant justement la charte, de donner à l'extérieur, de donner du Gabon l'image d'un pays qui ne respecte pas les bonnes pratiques de gouvernance? Et ce, d'autant que
une disposition de la charte continue en disant que un pays qui change de constitution sans respecter, sans obtenir le consensus national, commet ce qu'on appelle un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Vous voyez? Donc ça veut donc dire que le Gabon, en changeant la constitution, sans avoir obtenu préalablement le consensus national, a commis un changement anticonstitutionnel de gouvernement. Donc j'ai posé cette question, qu'il fallait appliquer ce grand texte africain que le Gabon a signé et qui aurait donné du Gabon un pays qui veut entrer dans les bonnes pratiques démocratiques et dans des bonnes pratiques de gouvernance. Eh bien, c'est cette question que j'avais posée au Premier ministre pendant les travaux en commission qui m'a valu le fait qu'on veuille m'exclure de l'Assemblée nationale. Pas seulement du parti, à la limite exclure du parti, bon, ça, mais à l'Assemblée nationale. Alors, j'ai été convoqué devant le conseil de discipline où, connaissant comment les choses se passent, j'avais pris mes précautions. Je me suis présenté avec un défenseur des droits de l'homme, avec un avocat. Et figurez-vous qu'à l'Assemblée nationale, le président Mara dit carrément qu'un avocat n'a pas à venir à l'Assemblée nationale alors que c'est la maison du peuple. Or, un avocat a juridiction absolument partout. Ça, c'est ce que les Gabonais doivent savoir. À partir du moment où vos droits sont mis en danger, à partir du moment où vous risquez quelque chose pour vos droits, une petite atteinte, même la plus petite, vous devez vous présenter avec un avocat. Et les avocats ont juridiction de défendre des individus dès que leurs droits sont simplement menacés. Et moi, évidemment, je suis avocate dans le sigil, je le sais. Alors, je me suis présentée avec un avocat et on a dit qu'on ne pouvait pas prendre d'avocat, etc. Et sachant comment les choses allaient tourner, parce que je connais comment les choses fonctionnent, j'ai immédiatement saisi l'union interparlementaire. Alors, il faut bien comprendre une chose. C'est quoi l'union interparlementaire? Peut-être que les gens entendent parler. L'union interparlementaire, c'est une espèce d'assemblée nationale, c'est le Parlement universel. Chaque grande communauté a un parlement. L'ONU est la communauté universelle d'espace démocratique, d'espace de règlement des conflits pacifiques. C'est ça l'ONU, c'est sa vocation. Et cet espace qui est universel a une assemblée nationale, une sorte de parlement. Même pas une sorte de parlement, c'est un parlement, mais qui a vocation à être universel, qu'on appelle l'Union interparlementaire. Vous avez l'Union africaine, qui est un espace de règlement des conflits pacifiques, mais pour l'Afrique. Lui aussi, l'Union africaine, elle aussi, a un parlement, qu'on appelle le Parlement panafricain. Et par espace de règlement pacifique des conflits, donc par espace communautaire, vous avez un parlement. Donc la CEMAC, par exemple, a un parlement. La CEAC va avoir un parlement qui est en voie de constitution. Et c'est valable aussi pour les espaces en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, en Amérique latine, etc. Donc il y a des parlements par espace communautaire. Et donc le Parlement universel, qui concerne tous les parlementaires du monde, c'est l'Union interparlementaire. Et à l'Union interparlementaire existe un organe qu'on appelle le Comité des droits de l'homme des parlementaires. Donc quand un parlementaire a ces droits de l'homme qui vont être violés, il saisit l'Union interparlementaire, qui saisit le Comité des droits de l'homme des parlementaires, et on règle le problème. Ce que vous avez eu à faire. C'est exactement ce que j'ai fait. Et ce qui fait que vous restez toujours député. Oui, je reste député. Pourquoi? Parce que en quelques lignes. Nous avons... c'est important que les Gaonais sachent tout ça. Parce que nous avons une constitution qui comporte des dispositions anticonstitutionnelles. Aussi incroyable que ça puisse sembler, il y a l'article 39 qui est dans la Constitution. D'ailleurs, quand j'avais saisi l'Union interparlementaire et que je leur ai dit que l'article 39 de la Constitution dit notamment que si on est exclu du parti ou si on démissionne du parti, on perd son mandat de député. Ils sont tombés de leur chaise à l'ONU. Ils m'ont dit, vous êtes sûr que c'est vraiment... J'ai dit oui, j'ai dû photocopier la Constitution, leur envoyer. Parce que pour eux, c'est impensable qu'un mandat soit lié de quelque manière que ce soit à un parti politique qui n'est qu'une association, parce que le parti politique est inférieur au suffrage universel. Il faut savoir que dans l'ordre des forces en démocratie, rien n'est au-dessus du suffrage universel. Et quand vous avez le vote du peuple qui vous porte à un poste électif, absolument rien ne doit vous l'enlever, sauf la fin du mandat si vous vous représentez et qu'on ne vous refait pas confiance. Et c'est valable pour tous les élus gabonais. Absolument. Merci. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette décision de l'Union interparlementaire qui dit clairement qu'on est député par le suffrage universel et non pas par l'appartenance au parti, fait que désormais, on ne peut plus enlever
un député à l'Assemblée nationale, comme on avait l'habitude de le faire. Vous savez, vous connaissez l'histoire du Gabon. Il y a beaucoup de députés qu'on a démis comme ça de leur fonction, juste par la volonté de quelques individus. Donc, certains individus pensent que leur volonté est supérieure au suffrage des Gabonais. Eh bien, moi, j'avais dit non, et l'Union interparlementaire vient de me donner raison. Donc, voilà. Rien n'est au-dessus du suffrage des Gabonais quand ils l'ont réellement donné. Il faut aussi réellement le donner. Et comme on le dit, mon peuple périt par manque de connaissances. J'ai pour habitude de dire que la seule école qui ne délivre pas de diplôme, c'est la vie, parce qu'on apprend tous les jours. Maître, merci de nous avoir éclairé sur ces quelques points vous concernant personnellement. Nous parlons de la société civile et de son rôle. C'est le thème du jour. Pour quel rôle? C'est quoi exactement la société civile? Eh bien, la société civile, c'est tout le monde. Vous êtes de la société civile. Vous êtes d'ailleurs un parfait représentant de la société civile. Pourquoi? Parce qu'en tant que journaliste, vous appartenez à la société civile. Vous êtes, en fonction de ce que vous faites, si vous n'êtes pas un journaliste qui caresse le pouvoir dans le sens du poil, si vous êtes un journaliste qui dénonce les maux de la société, par nature, vous êtes même un défenseur des droits de l'homme. Parce que certains journalistes sont par nature défenseurs des droits de l'homme en fonction de leur prise de position. Parce que ce sont vos prises de position qui font de vous des défenseurs des droits de l'homme. Donc vous, journalistes par exemple, vous êtes membre de la société civile. Il faut savoir que tout le monde est membre de la société civile. À l'exception des personnes qui ont des responsabilités dans l'exécutif. Parce que là, clairement, ils ont pris position pour un parti. À l'exception des gens qui composent ce qu'on appelle les corps constitués. À l'exception des gens qui occupent des fonctions dans l'administration et auxquelles les fonctions donnent un droit de réserve, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de prendre part à la vie politicienne. Ils ont un droit de réserve. Ces gens-là ne peuvent pas être membres de la société civile. Mais tout le reste des personnes est membre de la société civile. Par exemple, un député. Un député, normalement, n'a pas de maître. Par exemple. Exactement. Un député, et ça, c'est bien dit dans la décision qui a été rendue par l'Union interparlementaire. Un député n'a pour seul maître que sa conscience. Parce qu'un député est le représentant par excellence de la nation. C'est lui qui doit porter les aspirations de la nation. Pourquoi? Parce qu'il contrôle l'exécutif. Vous savez que dans les mécanismes de la démocratie, le rôle majeur, c'est de contrôler l'action de l'exécutif. Donc vous, le peuple, vous donnez mandat aux gens pour gérer à votre place les biens nationaux, la richesse nationale. La principale chose à faire, c'est de leur demander, mais où est-ce que vous en êtes avec le mandat qu'on vous a donné? Comment gérez-vous nos vies? C'est le contrôle de l'exécutif qui passe donc par des mécanismes institutionnels et qui donne aux députés ce rôle fondamental de contrôler l'exécutif. Donc normalement, le député, le Parlement, l'Assemblée nationale n'est pas là pour être au service de l'exécutif, mais pour le contrôler et le sanctionner. D'accord. Alors, de manière particulière et plus explicite, qu'est-ce qui donne droit à la société civile de prendre part au débat politique? Absolument tout. La Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques. Que disent ces grands textes? La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans tous ces grands textes fondateurs des droits de l'homme, il est clairement dit que toute personne, je dis bien toute personne, a le droit de prendre part à la vie publique de son pays. À partir de ce moment-là, vous prenez part à la vie publique de votre pays. Pas besoin d'être élu. Il y a des grands exemples dans le monde, des gens qui ont pris part à la vie publique de leur pays, qui ont même changé le cours de l'humanité. Prenons un homme comme Victor Hugo. Victor Hugo était écrivain. Ça ne l'a pas empêché de se lever pour la République. Il y a consacré 11 ans de sa vie pour une idée de la République. Il a combattu Napoléon III. Aujourd'hui, Victor Hugo est au Panthéon. Qui se rappelle de Napoléon III? Absolument personne. Victor Hugo n'appartenait pas à un parti. Il a pris position, il était contre l'oppression, il était contre l'exploitation, il était contre tous les motifs minés le 19e siècle, son siècle à lui. Il les a combattus et personne ne lui a dit, Victor Hugo, tu n'as pas le droit de parler. Au contraire, la France est plutôt fière parce que souvent, les droits de l'homiste, les gens qui sont